il n'est pas dit que le modèle masculin ait voulu délibérément placer les femmes au second rang. Et les mentalités, c'est une question de mentalité, je pense. Les mentalités n'étaient peut-être pas prêtes. Et dans les facultés de droit, si vous regardez les effectifs des facultés de droit, le nombre de jeunes filles accédant à des diplômes dans les facultés de droit a gonflé terriblement à partir des années 1930 et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est très parcellaire. Merci beaucoup de compréhension. Je redonne juste à la demande du professeur Marcus la parole au professeur Marcus et ça fera le lien sur la question des AI avec le propos et les réponses que vous apporterez, professeur Abad. C'était, cher collègue, vous avez évoqué cette autorité de l'UEMOA concernant les marchés publics, qui effectivement n'existe pas dans la plupart des pays européens, qui, s'agissant des marchés publics, ont institutionnalisé un parquet spécifique, etc. Enfin, c'est pas un parquet, mais en fait des missions spécifiques avec des raisons du droit dur. Et là, vous nous parlez d'une autorité administrative indépendante qui serait une sorte de retour aux sources, comme il en existait aussi en France, une sorte d'autorité morale qui peut avoir certains pouvoirs, j'imagine, de saisie des juridictions, etc., mais qui ne va pas au-delà, comme le médiateur, l'observateur chez nous des lieux de détention, ou le médiateur des droits, le défenseur des droits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà un modèle original d'une autorité morale qui pourra influencer les comportements en fonction de ce qu'elle fera elle-même de cette autorité, un peu à l'image d'un sage, comme il en a existé partout, un peu à l'image de ce qui se fait dans certains pays musulmans. Voilà. Il y a des modèles effectivement à inventer qui ne sont pas nécessairement le modèle de nos autorités administratives indépendantes qui sont devenues toujours plus techniques et qui sont des substituts de l'administration finalement désormais, avec toutefois la nuance qu'elles apportent une régulation, mais voilà, ça reste technique. Mais c'était ce que je voulais dire. Voilà un type de modèle qui est original au sens propre. Merci beaucoup pour ce complément, professeur Abadé. Pour répondre à quelques-unes des questions. Oui, particulièrement la question sur les autorités administratives indépendantes, les AI. C'est vrai qu'on peut parler de ces directives de l'UE, qui montrent qu'il y a une évolution dans la conception, également dans les rôles conférés aux autorités administratives indépendantes. Je dois préciser que pour cela, j'ai préféré passer sur certains éléments de mon exposé parce que j'avais des contraintes de temps. C'est pour cela que je n'ai pas montré le bien fondé, les finalités des autorités administratives indépendantes. Mais on sait très bien que l'autorité administrative indépendante intervient dans un domaine technique. En général, ce sont des autorités qui font de la régulation. Ce sont des autorités qui ont vocation à résoudre rapidement certains problèmes, surtout dans le cas des modes alternatifs. Mais surtout, et c'est ça l'intérêt que je porte quand je regarde l'autorité administrative indépendante, c'est que l'autorité administrative indépendante est dite indépendante. C'est dans sa dénomination. Et donc, le principe de l'AAI est qu'il y a la liberté. Et que la liberté, c'est en fait l'insoumission au ministre. L'insoumission au ministre veut dire l'insoumission au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on constate? Si il y a toujours ce problème de nomination par le président de la République, en général seul, mais s'il y a encore ce mandat qui est revocable, et ce mandat qui est plus court que celui du mandat du président, on peut se questionner sur cette indépendance de cette autorité administrative. Et c'est à partir de ces failles que j'ai pensé qu'il y avait des éléments qui allaient amener à voir qu'effectivement, on ne peut pas concéder l'indépendance, on donne une main et on reprend de l'autre main. Et j'ai justement pris l'exemple du Conseil de l'audiovisuel du Sénégal, où il y a des gages de garantie d'indépendance, mais ce Conseil, non plus sur la question de l'indépendance, mais sur celle de l'efficacité, avoir du mal à équilibrer l'information politique. Et le Sénégal, c'est bien la petite zone. Je voudrais vous prendre un extrait d'une loi gabonaise. Là, nous ne sommes plus dans l'UE3. C'est une loi de 2001, et ici on traite de quelle autorité? L'Agence de régulation des télécommunications.
est une autorité administrative indépendante. Chose bizarre, ils ajoutent doté de l'autonomie financière. Est-ce utile d'ajouter cela? Et à l'article suivant, on dit sans préjudice du principe d'autonomie prévu par les dispositions de l'article 110 ci-dessus. L'agence de régulation des télécommunications est placée sous la double tutelle. Il y a une double tutelle. Et le problème se pose donc aussi à ce niveau. C'est à partir de ces constats que nous avons pris la disposition, mais elle n'est pas définitive. Relativement au libéralisme planifié, en mettant de côté le protectionnisme et de l'autre le fameux libéralisme, M. Sambou s'est demandé si en réalité il n'y avait pas une stratégie de libéralisme planifié. Il faut surtout dire à M. Sambou que la plupart des exemples pris dans le cadre de nos présentations sont des exemples contemporains qui interviennent après le mouvement de libéralisation des années 90. Or, le constat que dès les indépendances, le problème se posait déjà. Donc nous pensons, même si on pouvait faire des analogies, que c'est du délibéralisme planifié et pas du libéralisme planifié. Et enfin, juste dire au dernier monsieur qui a pris la parole que nous n'avons pas évoqué la décentralisation lentement mais sûrement. Nous avons dit que la conception est qu'on décentralise lentement pour aller sûrement, mais ça ne voulait pas dire que nous partagions cette opinion, donc simplement il nous a mal saisis. Merci professeur Abadé pour ces éclaircissements. Alors écoutez, nous sommes devant un dilemme. J'ai tenté d'utiliser le pouvoir de police administrative de manière modérée en conciliant l'intérêt général et la liberté d'expression des uns et des autres. Veuillez pardonner encore une fois pour les contraintes. Alors nous respectons à peu près l'horaire du calendrier en considérant qu'il faudrait commencer désormais le second panel, puisqu'il est 14h15. Donc, je me retourne ici vers l'organisateur. Évidemment, je pense qu'il y a une pause. Monsieur l'organisateur, la question stratégique est la durée raisonnable de la pause. Donc, je ne prendrai pas de responsabilité. Voilà. Donc, alors, je transmets l'information. 38 minutes de pause pour réfléchir à tout ce qui a été dit et puis s'alimenter et reprendre des forces. Et donc, je vous propose de nous retrouver aux alentours de 14h45 pour entamer le second panel sur le constitutionnalisme africain. Je veux encore une fois remercier l'ensemble des panélistes et l'ensemble des participants pour la richesse des débats et la qualité vraiment des interventions et nous prolonge notre discussion après la pause de 14h. Voilà, merci bien, monsieur le professeur modérateur. Vous l'avez compris, deux quarts d'heure, temps réservé à la pause déjeuner. On se retrouve dans 30 minutes pour le second et dernier panel. Pour mémoire, nous rappelons que le second panel sera modéré par Madame Catherine Lecomte. Mesdames, Messieurs, c'est le temps de la pause. C'est un vrai travail de fond.
les stars là. Ce qui ne garantit pas forcément CAPES. Voilà, c'est la réglementation de CAPES. Maître assistant, alors du coup, le nombre le constitutionnalisme africain. Voilà. Comme modérateur, nous avons les honneurs d'introduire Madame la professeure Catherine Lecomte, professeure agrégée d'histoire du droit, Université de Versailles, Paris, Saclay, France. Madame, 15 pour faire 20, oui. Modérateur, si vous avez confiance, passe aux échanges. Bon, il me revient l'honneur cet après-midi, à le nom de l'organisateur bienveillant de ce colloque, M. Amané, pour correspondre au souhait de notre doyen, d'animer et de céder la parole à ceux qui vont nous parler du constitutionnalisme africain, vaste programme. Je pense qu'ils répondront à des questions de date, quand est né le constitutionnalisme africain. Ils répondront peut-être à des questions qui nous amèneront les uns et les autres à établir des différences, à établir des compréhensions, à nous poser aussi des questions d'ordre historique, car la Constitution a-t-elle existé avant qu'il y ait une Constitution? Il y avait plusieurs constitutions. Et sans plus attendre, je voudrais
demander à monsieur le professeur Guindo, excusez-moi, de l'université de Yaoundé, de bien vouloir pendant 20 minutes, bien plus, nous entretenir la constitutionnalisation des droits et libertés au Cameroun. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque qui ont bien pensé à rencontrer ces personnes pour pouvoir entretenir l'auditoire sur une thématique connue, reconnue, mais aussi complexe. Je vais traiter de la constitutionnalisation des droits et libertés dans les États francophones d'Afrique. Question vaste, question actuelle. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pour commencer, c'est de dire qu'en Afrique, le processus de constitutionnalisation des droits et libertés est à la fois ancien et récent. Ancien dans la mesure où il tire ses origines dans la Déclaration française de 1789. Récent parce que vers les années 90, on a assisté à un véritable regain, n'est-ce pas, de ce processus. En Afrique francophone, il est la conséquence, nous semble-t-il, de deux faits majeurs. L'un qui est externe aux États, l'autre qui est interne à ces derniers. Le premier fait, c'est le mouvement de mondialisation, de libéralisation des peuples, qui rend impérative la reconnaissance de l'éminence des droits de l'homme. Alors, le second fait, c'est le rapport aux conférences nationales, notamment souveraines, qui sont intervenues en Afrique à la fin des années 80, au début des années 90, des conférences qui ont constitué, nous semble-t-il, des terreaux privilégiés de discussion sur les libertés et les droits fondamentaux. Et lors de ces conférences, il était surtout question de conférer à ces libertés et droits une meilleure protection. Bien, en fait, après les indépendances, on avait observé que la tendance était à la recherche de l'unité et le développement économique. Pour cette raison, les préoccupations des droits de l'homme étaient minorées, voire ignorées. Alors, face à une pression à la fois interne et internationale, eh bien, on a assisté à une sorte d'avènement, une sorte de force de changement, ce qui a amené les autorités publiques d'Afrique francophone, soit à créer les conditions de construction d'un édifice normatif et institutionnel qui puisse garantir les droits et libertés. C'est ainsi que les constitutions vont être profondément remaniées pour prendre en compte son exigence. On aura la mise en avant d'une sorte de technique révolutionnaire, n'est-ce pas, qui permettra cet avènement. On aura des techniques ordinaires, n'est-ce pas, de révision. La Constitution va être considérée comme le lieu privilégié où l'on pourrait célébrer les droits et libertés. D'ailleurs, il y a un projet des principes généraux de liberté des Nations Unies qui va fortement soutenir cette idée de constitutionnalisation des droits et libertés. Alors, mais en disant constitutionnalisation, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a deux acceptions. Il y a l'acception statique qui renvoie au résultat, une acception dynamique qui renvoie à la mécanique, au processus. Nous allons prendre en compte ces deux aspects parce qu'il y a à la fois l'idée de processus et l'idée de résultat. Bien évidemment, la science sera mise sur les résultats, bien entendu, qu'on n'est plus dans le processus en tant que tel, les droits et libertés ayant été consacrés dans la Constitution, dans les constitutions. Je dis, je vais m'intéresser aux États d'Afrique francophones, qui sont connus, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique
questions que l'on peut se poser relativement à ce sujet. Elle est simple, c'est comment se fait la constitutionnalisation des droits et libertés dans les États francophones d'Afrique. Il faut peut-être noter qu'il y a une identité des principes politiques et philosophiques dans ces différents États. Du point de vue de cette constitutionnalisation, mais il faut aussi relever qu'il y a quelques différences, certes mineures. Alors, de manière générale, les constitutions des États d'Afrique francophone, d'Afrique, consacrent les droits et libertés de manière duale, au niveau du préambule et au niveau du corps de la Constitution. Vous avez bien compris, nous avons examiné cette question à un nouveau point de vue, dans un premier temps, du point de vue du préambule, et dans un second temps, du point de vue du corps. Alors, relativement à la consécration des droits et libertés dans le préambule, il convient prima facie de relever que si la valeur du préambule de la Constitution a été discutée pendant longtemps en doctrine, le débat aujourd'hui, semble-t-il, complètement clos. En effet, la question a été réglée par la Constitution elle-même ou alors par le juge qui a la charge d'appliquer et d'interpréter la Constitution. Et ce débat, évidemment, n'était pas inutile parce qu'il posait le problème au-delà des textes, la valeur des textes sont consacrés par la Constitution, mais surtout la valeur des droits et libertés que le préambule réceptionnait ou consacrait. La plupart des États d'Afrique francophone consacrent, n'est-ce pas, les droits et libertés dans leur préambule, parmi leur Constitution. Il existe cependant plusieurs modalités de consécration. La plus usitée, c'est ce que j'appelle la consécration adhésion ou consécration réception. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse y retrouver ce que j'appelle aussi la consécration énumération ou la consécration admission. Mais ces deux modalités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il arrive que ces deux modalités soient prises ensemble. Mais nous allons considérer d'une part la consécration adhésion et d'autre part la consécration énumération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consécration adhésion ou consécration réception? C'est une technique qui permet à la Constitution, en tant que préambule, d'affirmer clairement l'adhésion de l'État aux textes classiques, nationaux ou internationaux, qui traitent des droits et libertés. Il est donc frappant de se rendre compte que les différentes constitutions des États francophones d'Afrique, dans leur préambule, affirment systématiquement cette adhésion. Deux procédés sont utilisés pour marquer cela, cette adhésion. Il y a ce que j'appelle la réception explicite, qui se traduit par l'énumération des textes, et la réception implicite, qui se traduit par la formulation d'une clause générale. Alors, pour la première technique, réception explicite, les textes sont énumérés. L'énumération est souvent exhaustive. Et on le retrouve dans la plupart des constitutions. Il s'agit de la constitution de la Côte d'Ivoire, la constitution du Gabon, la constitution du Congo, etc. Où on trouve énumérée la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les pactes internationaux de 1966, la Charte des Nations Unies et bien d'autres. Et il arrive encore, on retrouve des textes qui traitent des droits catégoriels, notamment les textes relatifs aux droits, la Convention relative aux droits de l'enfant. À côté de ce procédé, vous avez ce que j'ai appelé la réception implicite à travers la formulation d'une clause générale, du genre le Cameroun, le Congo adhère à toutes les conventions internationales régulièrement ratifiées et relatives aux droits de l'homme. Parce qu'une clause générale. Il faut donc aller chercher ces textes-là pour pouvoir savoir de quoi il est question.
Voilà un peu ce que l'on peut dire relativement à cette réception implicite. Mais il y a, au-delà de ce que je viens de dire, des implications importantes relativement à cette réception adhésion. La principale, c'est que les questions consacrées s'intègrent dans le bloc de constitutionnalité. Et je vais reprendre ici le recteur du Quachet qui, dans un texte très intéressant, disait justement que, je cite, toutes les questions ayant trait au régime des instruments juridiques internationaux aux droits de l'homme sont des questions de nature constitutionnelle. Pour bien montrer comment est-ce qu'il y a cette constitution d'un bloc de constitutionnalité. Ainsi, ceux des droits qui se trouvent dans les textes constitutionnalisés seront normalement plus importants que ceux qui, éventuellement, sont consacrés au niveau législatif. Et la protection s'en trouve également affectée. Au plan constitutionnel, c'est mieux protégé au plan législatif. Alors voilà ce qu'on peut dire relativement à ce que j'ai appelé la consécration adhésion. Mais il y a à côté de cela la consécration et l'énumération. Consécration et énumération, pourquoi? Parce que, eh bien, les droits sont explicitement énumérés dans la Constitution. À l'observation des constitutions des États francophones d'Afrique, on remarque que très peu de droits sont énumérés dans le préambule. Le Sénégal, par exemple, le fait de manière marginale, de manière furtive. Mais la Constitution qui le fait de manière nette, c'est celle du Cameroun, qui possède une énumération détaillée, n'est-ce pas, des différents droits. On y retrouve aussi bien les droits de première que ceux de la deuxième et de la troisième génération. Et comme je l'ai dit, cette énumération montre clairement le choix que le Cameroun a opéré, n'est-ce pas? C'est-à-dire énumérer les droits dans le préambule. Et j'ai dit tout à l'heure que la question relative à la valeur du préambule a été réglée. L'article 65 de notre Constitution disposant clairement que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Ce qui veut dire que tous ces droits ont la même valeur que tout autre droit si ceux-ci sont ou étaient consacrés dans le corps, n'est-ce pas, de la Constitution. Alors, dans le problème de la valeur juridique réglée, cela, que retenir de ce point de vue? Que c'est un choix du constituant, c'est-à-dire que donner une importance au préambule et partant une importance aux droits et libertés, en commençant, n'est-ce pas, par le préambule justement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le préambule qui consacre les droits et libertés dans les constitutions africaines. Les droits et libertés, on les retrouve également dans le corps de la Constitution. Et ça, on l'observe dans la plupart des constitutions des États francophones d'Afrique. Et il y a deux techniques que l'on retrouve. Il y a ce que j'appelle la consécration directe, n'est-ce pas, de ces droits et libertés dans le corps, et il y a ce que j'appelle la consécration indirecte de ces droits et libertés dans le corps de la Constitution. Pour ce qui est de la consécration directe, lorsqu'on s'intéresse à différentes constitutions des États francophones, on se rend compte que la plupart, effectivement, consacre tout un titre aux droits et libertés. Si je me prends le cas du Congo, du Congo-Brazza, la Constitution de 2002, n'est-ce pas, traitait dans 45 articles des questions liées aux droits et libertés. La nouvelle Constitution, celle du 6 novembre 2005, consacre 42 articles aux droits et libertés. La Constitution du Bénin de 1990 consacre 34 articles aux droits fondamentaux. Au Sénégal, la Constitution consacre 19 articles. La même importance est attachée aux droits et libertés, n'est-ce pas, dans les constitutions du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Gabon, du Tchad et de la Centrafrique. Ces constitutions consacrent globalement, n'est-ce pas, les 3 générations des droits de l'homme. On peut sans doute penser qu'en introduisant ces droits dans le corpus de la Constitution, le Constitution a sans doute voulu
toute controverse, n'est-ce pas, sur leur autorité. On a bien vu que le Cameroun fait exception et qu'il a réglé à sa manière ce problème en disposant clairement que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Mais ça ne veut pas dire que la Constitution camerounaise, dans son corps, ne traite pas des droits et libertés. Il y a un traitement qui se fait aussi, et si on se réfère à l'article 1er de la Constitution, il dispose que le Cameroun est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le titre 1 énonce les principes fondamentaux de la démocratie libérale, en l'occurrence le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. D'après ce principe, la souveraineté nationale appartient au peuple, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, eh bien, par la voie de la souveraineté, le peuple exprime ses choix. D'autres principes qui s'y retrouvent. On a le suffrage universel qui est égal et secret. Enfin, on a la liberté des partis et associations politiques. Alors, ces différents principes, on les retrouve ici dans les constitutions, n'est-ce pas, des autres États francophones d'Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a la manifestation d'une démocratie libérale. Voilà aussi bien la consécration directe. Vous avez par ailleurs ce que j'ai appelé la consécration indirecte. Alors, cette consécration indirecte se fait à travers un certain nombre de dispositions qui prévoient des organes ou des mécanismes juridiques. C'est le cas notamment de la décentralisation territoriale. Au Cameroun, par exemple, la Constitution consacre tout un titre aux collectivités locales décentralisées. Ce titre organise ou détermine ce que j'appelle le régime constitutionnel de la décentralisation, qui est un principe, n'est-ce pas, d'organisation, n'est-ce pas, de l'État, et d'organisation de la République. Les constitutions des autres États d'Afrique francophone n'y dérogent pas. On note une consécration systématique de la décentralisation territoriale. On peut l'observer dans la Constitution du Bénin, dans celle du Congo, du Sénégal et du Gabon. En prenant en compte les libertés et la démocratie locale, la décentralisation s'inscrit dans un mouvement de reconnaissance des droits et libertés et doit se concilier avec le principe d'unité et d'indivisibilité de la République énoncé dans la plupart des constitutions des États francophones d'Afrique, et notamment le Cameroun, qui formule la question en son article 1er. À côté de la décentralisation, on a la création des organes devant garantir la protection des droits fondamentaux comme la justice constitutionnelle. Et ça pose le problème justement de l'accès à la justice ou de l'instance chargée de garantir les droits. En Côte d'Ivoire, par exemple, la Constitution de 2000 a prévu un conseil constitutionnel et l'actuelle Constitution, celle qui est entrée en vigueur le 8 novembre 2016, prévoit le conseil constitutionnel. La Constitution camerounaise prévoit également ce conseil et